Bonjour. Pourquoi la Corée du Nord ne pourrait-elle pas de nouveau attaquer la Corée du Sud comme la dernière fois le 25 juin 1950? Les participants et les bénéficiaires sont les mêmes, tous à leur place. On a encore Staline, qui n'aime toujours pas la carte du monde. On a toujours le principal allié, la Chine et encore les Américains, à qui il est depuis longtemps temps de livrer un combat décisif. L'ancienne guerre n'est pas terminée, la paix n'est pas signée. Il n'y a qu'un accord technique. C'est pourquoi il n'est même pas nécessaire de trouver un prétexte. Il suffit de recevoir un signal d'alliés influents et de leur demander un service. En 1950, les Nord-Coréens ont attaqué les Sud-Coréens disposant d'une armée plus forte et plus résolue. L'essentiel, ils avaient une supériorité notable en chars T-34. Les Sud-Coréens et les Américains avaient alors nettement moins de chars, et pendant toute la première phase, l'infanterie dotée de bazookas résistait à un adversaire très sérieux avec de faibles capacités. Mais l'URSS et l'Amérique combattaient pour eux. C'était une guerre à part entre des pays différents où chaque force aérienne opérait au nom et pour le compte de son morceau de Corée. Les Américains furent les premiers à utiliser l'aviation à réaction et les hélicoptères, tandis que l'Union soviétique utilisa également le conflit comme un terrain d'essai pour de nouvelles conceptions et tactiques. Des deux côtés, on trouvait des pilotes qui, 5 ans plus tôt, combattaient dans le ciel au-dessus de l'Allemagne, donc avec une grande expérience. Comme toujours, l'Union soviétique mit en œuvre le scénario « Ils n'y sont pas ». Elle stationnait ses avions en territoire chinois, loin des renseignements américains, interdisait aux pilotes de parler russe et exigeait qu'ils parlent coréen. Mais les pilotes ignorèrent l'ordre et parlèrent seul leur russe habituel, ponctué de quelques mots reconnaissables. L'URSS n'a jamais reconnu sa participation directe. Les Nord-Coréens ont anéanti les Sud-Coréens en un instant. Séoul est tombé au bout d'un mois et il ne restait aux Sud-Coréens qu'un petit périmètre autour de Pusan, 5% du territoire du pays. Les Nord-Coréens avançaient avec une telle puissance que ce périmètre était sur le point de céder. À ce moment-là, l'ensemble du pays aurait reçu son unique dirigeant bien-aimé, le camarade Kim Il-sung, et serait devenu définitivement socialiste. Non seulement l'ONU condamna l'agression, mais elle envoya également dans le pays les troupes alliées de 16 États. À l'époque, c'était une organisation tout à fait efficace. Les forces de l'ONU comprenaient des unités fournies par l'Amérique, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce, la Grande-Bretagne et ses dominions, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Union sud-africaine, qui à l'époque comprenait l'Afrique du Sud et la Namibie, la Turquie, la Colombie, les Philippines, la Thaïlande, l'Éthiopie. Même le Luxembourg envoya un bataillon médical et mit en place un hôpital. Au total, le groupe de pays comptait 1 000 hommes dans ses unités de combat. D'autres pays déployèrent également leurs unités médicales, le Danemark, l'Italie, la Norvège, l'Inde. D'ailleurs, l'Inde, pensant qu'il n'était pas judicieux de prendre une position trop évidente, installa un autre hôpital chez les Nord-Coréens, faisant mine de maintenir une neutralité complète. Pour sauver le périmètre de Pusan, les forces de l'ONU menèrent, le 15 septembre de la même année, une opération de débarquement incroyablement audacieuse, et lancèrent une attaque depuis la mer en débarquant à Incheon. Cette opération fut dirigée par le célèbre général MacArthur. C'est le 10e corps d'armée spécialement formé qui entra en action, composé d'une division de Marines américains, d'une division d'infanterie américaine, d'un détachement de commandos britanniques et d'un régiment d'infanterie sud-coréen. Cette opération amphibie changea le cours de la guerre et entra dans les manuels. Les troupes de l'ONU levèrent le siège de Pusan, prirent la capitale Séoul, pénétrèrent en Corée au prix de durs combats et avancèrent vers la frontière chinoise. Mais c'est là que la Chine a capté que les Nord-Coréens étaient déjà dans la mouise, et elle est entrée dans la partie le 19 octobre. À eux deux, ils avaient alors 1 million de soldats. Les Chinois ont freiné net l'avancée des Sud-Coréens et des Américains, et ont même repris Séoul. La capitale, en fait, a changé de camp 4 fois au total, jusqu'à ce que les forces de l'ONU finissent par refouler les Chinois vers l'ancienne frontière. Là, tout est resté en suspens pendant environ 2 ans, même si les deux camps ont quand même tenté quelques combos de comeback jusqu'à la fin. Et au final, tout s'est terminé par un cessez-le-feu technique, sans traité de paix, donc officiellement la guerre est toujours comme mise sur pause. Même si le front était figé, les combats aériens ne cessaient pas, et l'aviation américaine continuait de bombarder le nord. Le commandement militaire voulait vérifier dans les faits s'il était possible de remplacer l'arme nucléaire par des bombardements conventionnels.
Lorsque la Corée du Nord n'eut plus aucune cible digne d'intérêt, il devint évident que l'aviation seule ne suffirait pas. C'est justement la guerre de Corée qui a fait émerger le phénomène des tunnels souterrains, phénomène devenu célèbre plus tard au Vietnam. Les Nord-Coréens s'étaient réfugiés si profondément sous terre que les bombes ne pouvaient plus les atteindre. Comme la guerre entre le Nord et le Sud représentait en réalité un conflit entre l'URSS et les États-Unis, chacune des deux superpuissances préparait des opérations militaires spéciales sur le territoire de l'autre. L'Union soviétique envisageait un débarquement sur la côte ouest des États-Unis pour ensuite progresser à l'intérieur des terres, tandis que les Américains prévoyèrent de frapper Irkoutsk, puis Moscou. Mais on n'en est pas arrivé là, parce que Staline est mort, et la guerre a aussitôt perdu sa raison d'être. Le 27 juillet 1953, un armistice a été signé. Les pertes diffèrent selon les méthodes de calcul, notamment si l'on inclut ou non les civils, les blessés et les prisonniers. D'après une estimation, les Américains auraient perdu 136 087 soldats, les Alliés 36 480, la Corée du Sud 350 000, la Chine 899 000, la Corée du Nord 521 000, tandis que l'URSS n'en aurait perdu que 300. Plus d'1 million de civils coréens ont été tués. Aujourd'hui, un simple coup de fil venu d'en haut suffirait pour tout relancer. Franchir la 38e parallèle n'est pas particulièrement difficile. Il y a le long de la frontière une clôture métallique peu élevée, mais aussi des fossés anti-chars et des champs de mines. C'est sûr qu'attaquer de telles lignes de défense coûte cher en vies humaines, mais c'est réalisable. En parallèle, la Corée du Nord creuse la terre depuis des années, forant des tunnels sous le territoire adverse. Comme ceux du Hamas, ces galeries sont bâties selon des méthodes scientifiques par des spécialistes formés à l'époque en Union soviétique. Le métro de Pyongyang n'assure quasiment pas de fonction de transport. C'est plutôt une attraction touristique vantant les succès du socialisme et le reste du temps un abri anti-aérien et un tunnel façon Hamas. Ainsi, une partie de l'armée nord-coréenne pourrait s'infiltrer sur le territoire ennemi par ces voies souterraines. Quant à l'aviation du Nord, elle est vieillissante et ne dispose que d'avions anciens. La capitale de la Corée du Sud, Séoul, se trouve sur le fleuve Han, le long de ses berges. Depuis la frontière, on trouve des barrages, des tours de guet et des fortifications, car tout le monde sait à quelle vitesse une attaque fluviale peut être lancée. De plus, les Sud-Coréens ont construit des échangeurs de transport directement sur l'eau, chose plutôt rare dans le monde, par manque d'espace sur la terre ferme. Ils ont préféré ne pas empiéter sur des terres utiles, pour aménager de larges boucles routières, et ont donc construit des viaducs et des ponts au-dessus du fleuve. C'est pratique pour la circulation, mais il suffit de détruire un seul pilier pour couper l'axe de ravitaillement, sans même avoir besoin de faire sauter tout le pont. Outre le fleuve, la Corée du Sud peut être attaquée par la mer, à l'ouest via la mer Jaune, et à l'est via la mer du Japon. Le pays se prépare à ce scénario depuis 70 ans. Le plus grand quartier de Séoul est en réalité une vaste base militaire américaine. Ce n'est pas un simple camp, mais une portion gigantesque de la capitale que les Américains ont transformée de manière à pouvoir frapper l'ennemi immédiatement et de toute leur force. Séoul lui-même est également prêt à la guerre. Toutes les autoroutes peuvent servir de piste d'atterrissage. C'est pourquoi les panneaux publicitaires qui gêneraient l'approche sont interdits. Même les rares parterres de fleurs sont conçus de façon à permettre l'atterrissage d'un hélicoptère. Le métro immense de la ville est en réalité un gigantesque abri anti-aérien. Chaque passage souterrain sert de refuge. À chaque entrée ou sortie, des étagères avec des lampes de poche sont à disposition. Tous les Coréens savent où elles se trouvent, donc le jour où la guerre éclatera et où les lumières s'éteindront, ils descendront dans ces passages, prendront les lampes et ne resteront pas dans le noir. Il n'y a pas de vandalisme dans ce pays, c'est pourquoi ces lampes sont conservées comme ça, en libre accès. L'armée sud-coréenne, dotée d'équipements et d'armements modernes, a commencé par fabriquer sous licence des chars américains K-1, avant de passer progressivement à son propre modèle, le K-2 Black Panther, produit par Hyundai Rotem. Le canon du K-2 est compatible avec tout type de munitions de l'OTAN, mais il existe aussi des obus spéciaux développés localement, les KSTM. Ces derniers sont un compromis entre les missiles anti-chars guidés soviétiques et d'autres missiles occidentaux. Ils n'ont pas de propulseur autonome, ils sont simplement tirés par le canon en direction de la cible, puis, en s'approchant, ils la détectent grâce à une tête autodirigée. L'équipage n'a plus rien à faire. C'est le principe du tirer et oublier. Les KSTM attaquent par le haut et perforent le toit de la cible. Le Black Panther
est protégé par un blindage composite capable de résister au KSTM et à toute autre munition moderne. Il est également équipé pour se déplacer sous l'eau. L'artillerie automotrice K9, produite par le groupe Samsung Techwin, est également très connue. Conçue pour affronter l'artillerie du Nord, elle se caractérise par une grande précision, une longue portée et une cadence de tir impressionnante. Les 3 premiers obus sont tirés en 15 secondes, puis le rythme se poursuit à 6-8 coups par minute, avec une portée d'environ 50 km, encore plus avec des obus Excalibur. Quant au VCI K21 de Daewoo, c'est carrément de la balle. Sa coque en alu lui donne une super vitesse et son canon de 40 mm balance la sauce à une cadence de dingue. Les munitions sont aussi hyper spéciales. Dans le cahier des charges, c'était clair qu'il fallait que le blindage frontal tienne face au canon russe 2A72, celui du BMP-3. Alors chez Daewoo, ils se sont creusé la tête et ont pondu un blindage composite en fibre de verre, céramique et aluminium, bref, un gros concentré de protection. La RSO K239, c'est un super système de lance-roquettes multiples qui peut balancer des missiles de tout calibre, de 130 à 600 mm jusqu'à 160 km. Et après une salve, cette grosse bête se recharge en 7-10 minutes à peine. On la compare souvent à d'autres systèmes étrangers, genre MER ou je sais pas quoi, mais la K239, c'est pas juste un concurrent, c'est une vraie menace sur le champ de bataille. La Corée du Sud, faut le dire, elle gère grave. Elle a une marine ultra chiadée. Normal, c'est un des tops mondiaux en construction navale. Dans l'équipe, on trouve des sous-marins KC-2 et KC-3 conçus chez eux et tout un lot de navires de surface bien balèzes. Les Coréens mettent en place leur propre stratégie de guerre navale avec des bateaux spécialement taillés pour dégommer les destroyers adverses. Côté aviation, ils ont aussi leur matos. Des chasseurs T-50, Berkut et bientôt le F-21 Ramae, qui est en gros en pleine période d'examen. En attendant, c'est les F-35, F-16 et A-10 ricains qui patrouillent le ciel coréen, sachant que les F-16, ils les produisent aussi localement. Niveau armes légères, ils cartonnent plein d'automatiques bas épais sur des modèles US, tous sans nom, juste des indices, K1, K2, K11, et le flingue, c'est le K5. D'ailleurs, en 2018, la Corée du Sud est déjà entrée dans le top 11 mondial des exportateurs d'armes. La Corée du Nord, de son côté, fait style « on est simple », mais elle a ses petits secrets. Tout le monde sait que, niveau effectif, elle est pas ouf, vu qu'ils sont pas super nombreux et mal nourris, mais ils misent tout sur l'artillerie, classique ou à roquette. Pour démentir ceux qui les croient inutiles, ils ont fait monter la sauce. Ils ont tout développé eux-mêmes, ils ont réuni un max de canons, un des plus gros stocks du monde, ils ont gavé leur leader façon ni pu ni mâche, et lui ont même offert une caisse plus récente à la place de son vieux Maïka. Et tout ça malgré les sanctions. Le plus flippant, c'est l'armée de terre. Ils ont une formation complètement dingue où ils s'entraînent à planter des gens avec de vrais couteaux. Pas sur des mannequins, non, en vrai. Ils prennent des prisonniers, dans un pays socialiste, ça manque pas, et testent leur technique sur eux. Du coup, quand ces soldats iront à la baston pour de bon, ils seront les plus effrayants du champ de bataille, parce qu'ils ont déjà un vécu réel, aussi brutal soit-il. Au final, voilà. La K239 et sa recharge éclair, la marine costaude et l'aviation made in South Korea d'un côté, la grosse artillerie et l'entraînement ultra violent de l'autre. Les deux Corées jouent leur jeu et personne ne veut lâcher. Mais avant de s'approcher de l'ennemi à portée de saut, ce sont les chars Chonma 216 et Songun 915 qui iront à l'attaque par voie terrestre. À la base du Chonma, on retrouve des chars produits depuis je ne sais plus quelle année en Corée du Nord sous licence du T-62. Les Nord-Coréens en possèdent environ 1200 exemplaires. Le Songun, plus récent, a été bricolé à partir de la modif roumaine du T-72 soviétique, tout en lorgnant sur le T-90 soviétique. L'armée en a environ 200, qu'ils balancent en priorité dans la 105e division blindée de la garde de Séoul. Les armes légères nord-coréennes sont plutôt fiables, un peu à l'ancienne, basées sur des modèles soviétiques avec de petites variantes héritées des pays du pacte de Varsovie. L'opération terrestre va se dérouler comme dans les vieux manuels. Drapeau rouge au vent, avalanche de chars qui foncent droit devant, artillerie à canon et forces spéciales en mode berserk avec couteau. Sur l'eau, des sous-marins diesel avec ISMI. Tout ça sera couvert par l'aviation archaïque. Les Nord-Coréens ont toujours dans leur arsenal des MiG-15, MiG-17, MiG-19 de collection, un petit lot de Su-7 et MiG-21,
ainsi que quelques MiG-29 et Su-25 plus récents. Du coup, leur plus gros atout, ce sont les missiles qui frappent à l'arrière et les réserves, plus les canons et les obusiers. Sans oublier qu'ils ont encore plusieurs millions de réservistes en rab. D'après des infos de plusieurs services de renseignement, on peut brosser le tableau suivant. Corée du Nord. Population. 26,12 millions de personnes. En vrai, c'est un secret, et personne ne sait combien ils sont pour de bon. Effectif total de l'armée. 1700 000. Réserve. 4 millions. Chars. 645. Artillerie. Canons et blindés automoteurs. 10 400. Véhicules blindés. 4 000. Avions. 572. Hélicoptères. 220. Sous-marins. 70. Navires. 10. Têtes nucléaires. Possiblement 40. Corée du Sud. Population 51,66 millions. Effectif total de l'armée 829 750. Réserve 3 millions. Chars 2554. Artillerie 5800. Véhicules blindés 480. Chasseurs 492. Hélicoptères 900. Sous-marins 14. Navires 31. Têtes nucléaires on sait pas trop. Officiellement 0, mais qui sait. Les alliés restent les mêmes. L'Amérique, la Chine et la Russie. L'Amérique, évidemment, va s'impliquer direct, vu que les premières roquettes toucheront aussi les soldats ricains présents en Corée. La Russie fera comme d'hab, prétendre qu'elle n'est pas là. Quant à la Chine, on le saura à la dernière minute. Mais la Corée, c'est quand même un partenaire trop précieux pour être lâché. Et après, tout se passera comme dans les années 50. La stratégie et le potentiel des States contre la stratégie et le potentiel de la Russie. Pour aujourd'hui, c'est tout. Au revoir.